Guillaume Gontard pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires, il a 8 minutes. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Un an de pandémie et bientôt 100 000 morts en France, près de 3 millions dans le monde. Un an de pandémie et 4,6 millions de malades. Un an de pandémie et un personnel soignant à bout de souffle. Un an de pandémie et des inégalités sociales qui explosent. Un an de pandémie et plus de 10 millions de pauvres dans notre pays. Un an de pandémie et une entreprise sur 3 menacée de faillite, malgré les aides gouvernementales. Un an de pandémie et de détresse psychologique. Un an de pandémie et une jeunesse aux abois. Un an de pandémie et une vie sociale et culturelle sous cloche. Un an de pandémie et des perspectives toujours aussi incertaines. Le bilan sanitaire, social et économique du Covid-19 est dramatique et ses conséquences se feront ressentir pendant des années. Ce bilan n'est pas celui du Gouvernement. Vous avez agi, le plus souvent du mieux que vous pouviez, et il est prétentieux et malvenu d'expliquer que nous aurions fait beaucoup mieux. Mais il n'est pas non plus possible de vous exonérer de votre responsabilité, ni surtout de celle du Président de la République. Monsieur le Premier ministre, je relisais mon propos lors du débat organisé dans de pareilles circonstances le 29 octobre dernier, et cette lecture m'a désespéré. Rien n'a changé depuis un an, rien n'a changé depuis 5 mois. Jupiter, l'épidémiologiste, Jupiter, le roi thaumaturge, Jupiter, le maître des horloges, décide de tout, tout seul, et vous venez ensuite faire le service après-vente devant nous. La pertinence de l'exercice interroge. Du coup, puisque nous sommes là, vous ne m'en voudrez pas de reprendre quelques propos de mon intervention du 29 octobre. Ils sont, et je le déplore toujours, voire davantage, d'une vibrante actualité. Vous n'avez pas su construire l'union nationale indispensable à la période. Rien n'a changé et le président continue vainement de l'invoquer comme on crie dans le vent. Il aurait été opportun et intelligent d'associer la représentation nationale aux décisions permettant de faire face à la situation sanitaire, économique et sociale, tout en protégeant les libertés individuelles. C'est comme cela que fonctionne une démocratie normale. Mais si on avait encore un doute sur le fait que la Ve République n'était pas une démocratie normale, le voilà levé depuis un an. Le Parlement aurait dû retrouver toute sa place, et c'était votre intérêt, notre intérêt collectif, d'associer réellement l'opposition aux prises de décision. Encore moins que d'habitude, l'exécutif ne peut avoir raison tout seul. La complexité du défi auquel nous faisons face aurait nécessité, et nécessite toujours, de s'appuyer sur l'intelligence et la responsabilité collective des élus du peuple, plutôt que sur l'intelligence d'un seul homme, si supérieure soit-elle, responsable devant personne selon notre bancale Constitution. En la matière, vous auriez également dû associer beaucoup plus étroitement les élus locaux. Hélas, la consultation des territoires, au préalable de décisions d'ampleur nationale, comme celle que vous présentez aujourd'hui, est toujours inexistante. Quand les élus sont responsables et de bonne composition à votre endroit, je pense par exemple au maire de Lyon, vos ministres les récompensent avec des accusations fallacieuses et des polémiques médiocres. Au lieu de garder leur temps et leur énergie, il y en a besoin à la résolution de la crise. Alors, la gouvernance demeure solitaire et erratique. Ce manque total de visibilité affaiblit chaque jour davantage l'acceptabilité des mesures qui sont prises et leur efficacité. C'est un cercle vicieux qui nous dessert tous et toutes collectivement. En un an, vous n'avez jamais été capable de donner de la visibilité aux Françaises et aux Français. Certes, la situation est instable et difficilement prévisible, mais d'autres pays ont fait beaucoup mieux. Je pense notamment à l'Afrique du Sud, pays pourtant très durement touché par le virus, qui a pris le temps d'élaborer un mode de gouvernance intéressant. En lien avec le Parlement, le gouvernement a pris en place un barème à 5 niveaux d'alerte, à la manière de notre barème Vigipirate. À chaque niveau correspond progressivement un certain nombre de mesures, de distanciation et de restriction de la liberté de mouvement et d'activité. Le changement de niveau est activé par le gouvernement sur la base de critères objectifs : circulation du virus, nombre de décès, niveau d'occupation des hôpitaux. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui empêche le Gouvernement de mettre en place un tel dispositif qui permettrait de donner de la visibilité aux Françaises et aux Français, aux élus locaux et aux entreprises ?
qui permettrait de renforcer l'acceptabilité des mesures et de soulager notre démocratie. Enfin, qu'est-ce qui empêche également de demander à l'OMC, comme l'a d'ailleurs fait aussi l'Afrique du Sud et l'Inde, la levée des brevets sur les vaccins ? Car pour vacciner, il faut des vaccins et il faut en produire. Ce constat longuement posé, c'est désabusé et sans grand espoir que vous entendiez mon message, que je vais néanmoins vous formuler quelques demandes pour accompagner les mesures que vous présentez cet après-midi, dont je ne conteste pas, faute d'alternative, le bien-fondé. Il faut, premièrement, renforcer les moyens de l'hôpital. Le Ségur de la santé est insuffisant. Les soignants sont exsangues. On peine à recruter des infirmières et des infirmiers. Il faut les récompenser davantage pour les efforts de la période et les revaloriser de manière pérenne et significative. Il faut aussi renforcer les moyens matériels et humains. Le président promettait jusqu'à 12 000 lits de réanimation en octobre. Nous en sommes, selon ses dires, à 7 000. À Lyon, à Bordeaux, les hôpitaux militaires ferment alors qu'ils auraient pu accueillir des malades. Monsieur le ministre, entendez enfin la lassitude et l'exaspération des soignants, sans qui le bilan de la pandémie serait catastrophique. Comment cette crise n'a pas encore débouché sur un plan Marshall de l'hôpital public ? D'autre part, il est plus que temps de prendre des mesures d'urgence sociale dignes de ce nom. Nous avons déjà des mois de retard, 10 millions de pauvres, des étudiants qui vont à la soupe populaire. Votre dogmatisme néolibéral est incompréhensible. Il faut abroger la réforme de l'assurance chômage, augmenter les minima sociaux, automatiser leur versement, élargir, ça a été rappelé, le RSA aux moins de 25 ans, rétablir les contrats aidés, aider les associations et tendre demain vers un revenu universel. Nous vous demandons également une vigilance accrue sur tous les publics exposés par le confinement. Les personnes seules, les personnes psychologiquement fragiles, les victimes de violences conjugales et tout particulièrement les femmes. Vous fermez les écoles un mois, le temps des vacances de Pâques. Nous vous faisions cette proposition la semaine dernière, ici même lors des questions au gouvernement. Nous sommes aujourd'hui soulagés que l'évidence ait fini par s'imposer. Le retard de la vaccination explique en partie cette situation. Et les personnels scolaires doivent devenir un public prioritaire. Le manque de moyens, notamment humains, les difficultés de trouver des remplacements l'expliquent aussi. Hier, le président évoquait le combat du siècle s'agissant du décrochage scolaire et des retards d'apprentissage de notre jeunesse. Espérons que, pour une fois, il ne s'agisse pas de propos incantatoires dont il a tant l'habitude. Car pour notre école, il faut des moyens considérables pour dédoubler les classes, recruter et revaloriser les enseignants. Pour financer cet effort national sans précédent, les hauts revenus doivent être mis à contribution. Enfermés dans votre idéologie, vous vous y refusez depuis le printemps dernier. Pourtant, c'est indispensable, d'un point de vue financier comme d'un point de vue moral, pour garantir l'unité du pays. Il faut mettre en place une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dont la richesse s'accroît encore malgré la crise. Il faut une autre de toutes les entreprises qui ont fait des bénéfices grâce à la crise, notamment les géants de la vente en ligne et les grandes surfaces. Monsieur le Premier ministre, les écologistes n'ont cessé d'être constructifs durant cette crise qui nous engage toutes et tous. Nous continuerons à l'être quand vous voudrez bien nous consulter en amont. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je le regrette, et vous comprendrez que nous ne prenions pas part non plus à cette mascarade démocratique. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant